Alors, notre prochaine activité ici, c'est la table ronde sur les écoquartiers. Alors, qu'est-ce qu'un écoquartier? Qu'est-ce qu'on entend par la carboneutralité? Parce que ça, c'est un des éléments qui est mis au jeu par la Ville de Montréal pour le développement du quartier. Et quel apprentissage peut-on tirer des expériences existantes et en ce moment, et comment envisager l'avenir. Et là, dans ce cas-là, on a pris des expériences plus locales, plus près de chez nous. Et il y a trois personnes qui vont nous en parler. Alors, je vous présente, puis je vais leur demander de prendre place. Alors, tout d'abord, M. Jean-François Lefebvre, qui est co-rédacteur de Imagine la Chine Est. Asseyez-vous là. M. Richard Morin, qui est Richard Morin, qui est professeur associé à la retraite au département des études urbaines touristiques de l'UQAM. Et finalement, M. Christian Iaccarini, qui est président et chef de direction de la Société de développement Angus, que j'invite aussi à prendre place. Bienvenue. Alors, bienvenue, servez-vous de l'eau parce que vous allez peut-être en avoir besoin parce qu'on va on va vous demander de faire des présentations un après l'autre au lutrin ici. Et ça va être dans cet ordre-là que vous allez parler, dans l'ordre à lequel je vous ai présenté. Et vous avez, you have the presentations and the bios of the people who are on the stage right now. And you're going to be able to ask questions as for as before in English if you wish so. Alors, Monsieur Lefebvre, on va vous écouter en premier. Je vais vous faire une petite présentation. Et votre diapo va apparaître par magie derrière vous. Puis, est-ce que j'ai utilisé ceci? Oui, si c'est ce que vous désirez faire. Non, là, vous l'avez fermé. Mais ça marche. Ou... Voilà, c'est bon. C'est bon? Vous allez vous débrouiller? Parfait. Alors, Monsieur Jean-François Lefebvre enseigne en tant que chargé de cours au département d'études urbaines et touristiques à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Il a contribué à plusieurs travaux de recherche sur l'énergie, les transports et l'aménagement, notamment au sein du groupe de recommandations et d'actions pour un meilleur environnement, le GRAM, communément appelé. Il est président fondateur de l'organisme Imagine la Chine Est, lequel vise à faire la promotion des écoquartiers en général, tout en œuvrant à favoriser l'aménagement d'un véritable écoquartier exemplaire et carboneutre dans le secteur de la Chine Est. Alors, Monsieur Lefebvre, on vous écoute. Vous avez environ 10 minutes. Et après, on va faire les trois présentations une après l'autre. Et après, on va ouvrir la période de questions du public. Ça vous convient? C'est bon? Monsieur Lefebvre, on vous écoute. Bon, merci. Donc, en fait, la présentation qu'on vient de voir était sur un beaucoup l'aspect social. Donc, mais le concept d'écoquartier est un concept, je dirais, encore plus englobant, mais qui inclut le volet social. Donc, ici, j'ai commencé par dire des écoquartiers carboneutres, piliers de la transition énergétique. Je pense qu'on est rendu là. En fait, pas je pense, nous sommes rendus là. D'abord, il faut peut-être préciser ce que n'est pas un écoquartier. Donc, faire des bâtiments éco-énergétiques dans un îlot isolé qui serait juste pour un groupe de personnes à revenus aisés, non, ce n'est pas le concept d'écoquartier en 2020. Donc, en 2020, on parle d'un milieu de vie. En fait, on parle de quartier durable, on parle de quartier complet. Le terme écoquartier, tel qu'il est utilisé dans la francophonie maintenant, et non pas le programme écoquartier montréalais. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on distingue les termes à certains moments. Donc, on parle de voir un quartier connecté à son environnement qui permet d'améliorer, de créer une nouvelle façon de vivre, mais qui améliore les quartiers environnants et qui amène des solutions structurantes à long terme. Donc, on parle d'un modèle d'urbanisation qui permet d'avoir une meilleure utilisation des ressources, et qui offre un mode de vie à ses habitants, qui est
conséquent avec nos objectifs environnementaux, notamment et principalement la lutte au changement climatique. Bon. Ici, j'ai mis des énumérations, je ne passais pas au travers, c'est juste pour indiquer. Ici, dans ce cas-ci, c'est une des approches qui est possible. Vivre en ville a développé une approche où on y va à par échelle. Donc, échelle de l'agglomération, échelle du quartier, de la rue, du bâtiment. Mais il y a des principes transversaux, en fait, au début, qui sont beaucoup plus fondamentaux. L'aspect équité-solidarité, c'est ce qu'on vient de voir, en fait, dans la présentation précédente, mais tout l'aspect démocratie, en fait, qui intègre le tout. Bon, oui, il y a des échelles, puis ça nous amène des enjeux, par exemple la marche, le vélo, etc., efficacité énergétique des bâtiments. Comme j'ai dit, c'était juste pour s'introduire, mais justement, et là, j'ai présenté la démarche proposée par Vivre en ville. Je n'ai pas présenté la charte française, tout simplement parce que je n'avais pas le temps. Bon, mais dans le cas de la France, c'est 20 recommandations, en fait, c'est 20 engagements, on devrait dire, et les quartiers qui s'engagent dans la démarche éco-quartier doivent travailler, répondre à ces 20 engagements. Donc, à ce moment-là, on n'y va pas par échelle, mais on y va par thème. Okay? Bon, on pourra y revenir là, par après, mais justement, puisque c'est impossible de faire une bonne présentation en quelques minutes de c'est quoi un éco-quartier, parce que justement, il y a trop d'aspects, bien, ça m'amène à l'enjeu le plus fondamental. La clé, c'est la gouvernance. C'est-à-dire, ce qu'il y a de plus fondamental, c'est le changement de processus. C'est-à-dire le fait d'avoir à la fois ce que l'OCPM fait maintenant de façon systématique, ce qui était, je dirais, plus occasionnel avant, mais maintenant, ça fait plusieurs consultations qu'on a en amont des projets. Donc, et en deuxième lieu, il y en a résulté une démarche où la création, la rédaction du plan particulier d'urbanisme ou, en tout cas de la planification, se fait maintenant avec la population, avec les organismes communautaires, avec la ville et l'arrondissement. Donc, ça, c'est déjà en cours dans plusieurs quartiers. Puis, bon, on peut supposer que Namur Hippodrome, on s'en va vers ça, j'ai comme bien l'impression. Bon. De mon côté, je peux parler quand même pendant quelques secondes de notre expérience, puisque je suis de l'organisme Imagine la Chine Est aussi, et on a tenu, puis bon, avec la collaboration avec l'OCPM, on s'est inscrit à l'intérieur de l'ensemble du processus de consultation. On a eu un sommet de la Chine Est, qui est un colloque similaire à ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, on a eu 200 participants, et on avait d'ailleurs M. Alain Youn, qui est le président de la Commission Éco-Quartier de la France, qui est venu. Je pense que c'est un apport, en fait, c'est une démarche similaire, mais qui était un petit peu plus axée à ce moment-là sur l'ensemble de la démarche éco-quartier. Et ça a permis d'avoir un partenariat entre la Chine, l'arrondissement de la Chine et Strasbourg, qui a permis d'avoir une délégation de la Chine de la ville de Montréal qui a été l'été dernier à Strasbourg, et une délégation de la ville de Strasbourg, donc qui est venue rencontrer les gens de tous les grands projets de la ville de Montréal en octobre dernier. Donc, et je pense que Montréal est vraiment due et prête comme ville pour avoir son propre programme éco-quartier, donc son propre encadrement éco-quartier, qui va en fait être lancé par les expériences menées de façon innovante par les quelques quartiers qui sont actuellement en démarche de concertation là-dessus. Bon, c'est quoi le label éco-quartier en France? Les 4 étapes, un éco-quartier en projet, en chantier, livré et confirmé. Pourquoi j'ai dit une démarche participative plutôt que d'arriver avec une liste d'épiceries de mesures? C'est parce qu'il y a des mesures qui sont fondamentalement plus importantes et plus structurantes. Donc, le programme LEAD est intéressant, mais il ne faut pas qu'on s'arrête à aller chercher des points pour un robinet à débit réduit et qu'on ne passe à côté d'un programme extrêmement structurant à côté. Donc, il faut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut asseoir les gens, faire le meilleur projet. D'ailleurs, M. Iaccarini, c'est un peu la démarche exceptionnelle qu'ils ont faite un peu dans ce sens-là. Donc, j'amène quand même quelques éléments ici
Bon, comme j'ai dit, je ne faisais pas de liste d'épicerie, mais je voulais souligner, par exemple, à gauche, il faut maintenant qu'on pense la gestion de l'énergie pour les bâtiments à l'échelle du quartier. Il y a énormément d'opportunités qu'on peut aller chercher qu'on n'avait pas avec des systèmes de chauffage, climatisation séparés. Deuxièmement, et ça peut permettre la géothermie, etc. Deuxièmement, aménagement axé sur les transports collectifs. Et là-dessus, je pense qu'un grand défi, c'est de développer un réseau de tramway à Montréal parce que c'est le moyen de transport qui permet d'amener à meilleur coût le plus de dessertes, le plus de kilomètres de dessertes accessibles. Le troisième, c'est tout le verdissement qui peut être permis, le fait de réduire la place de l'auto en surface, mais également adopter des nouveaux outils comme le coefficient de biotope par surface. Ensuite, les transports, oui, tous les transports en commun ont un rôle à jouer, mais il faut quand même voir que ce qui nous manque actuellement dans notre panoplie d'outils, c'est le tramway, qui est quand même 10 fois moins coûteux que va l'être le REM ou le métro. Et là, qu'est-ce qu'un écoquartier carboneutre? De façon plus spécifique, c'est de prendre l'enjeu des changements climatiques qu'on voit comme étant le plus grand défi environnemental, le plus grand défi même, je dirais, de notre société, que ce soit un élément clé de la prise de décision dans l'ensemble du processus, tout simplement. Bon. Et là, pour illustrer, donc, en fait, pour illustrer, bon, à droite en haut, ça c'est l'écoquartier Confluence à Lyon, et en bas, c'est l'écoquartier Vauban à Fribourg, en Allemagne. Donc, les deux autres diapos. Donc, dans les étapes, la dernière étape, ça va être le processus, je dirais, de certification et d'évaluation. On n'est pas encore au stade, je dirais, d'avoir une méthode. J'indique qu'il y en a plusieurs qui existent. Et probablement que dans le cadre de projets pilotes qui se feraient cette année, ça serait l'expérience et une certaine flexibilité qui ferait que différents outils peuvent être utilisés à ce moment-là. Donc, et avec ça, j'ai terminé dans l'étape. Voilà. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez été exemplaire sur le temps et beaucoup d'éléments là-dedans, notamment la définition de la carboneutralité, la définition des écoquartiers. Je pense que nous y reviendrons, notamment avec là, faites-vous pas mal, M. Morin, parce que Richard Morin est détecteur d'un doctorat en urbanisme et membre de l'Ordre des urbanistes du Québec. Okay. Il était professeur au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM pendant 38 ans. Oui. Aujourd'hui à la retraite. Hein? J'ai enseigné M. Bergeron là-bas. Et vous avez enseigné M. Bergeron. Alors, on notera. Et j'ai enseigné aussi oui. Jean-François. Alors, et Gauthier. Alors, ses principaux domaines d'enseignement et de recherche sont trait aux dimensions sociales de la ville, au développement local et communautaire, à la gouvernance urbaine, à l'habitation sociale, aux populations marginalisées, au développement urbain durable. Alors, il est auteur et co-auteur de plus d'une centaine de publications et de près d'une centaine de communications et de conférences au Québec et à l'étranger, dont la suivante, on va l'écouter maintenant. Monsieur Morin, bienvenue. Bon après-midi. Alors, on m'a demandé tout récemment de vous parler d'une expérience d'un écoquartier existant. Et en fait, j'ai choisi de vous parler de l'expérience de Vauban parce que finalement, je l'ai vu très récemment, à l'été dernier. Donc, j'étais en colloque à Strasbourg pour faire un lien avec l'exposé de Jean-François. Et il y a eu une visite guidée donc à Vauban, à 90 km de Strasbourg. Alors, j'ai passé 2-3 heures dans le quartier. Donc, je n'ai pas une connaissance approfondie du quartier, mais j'ai beaucoup lu. Alors, depuis 3 semaines, j'ai beaucoup lu. Alors, ma présentation va porter à la fois sur des observations dont témoignent certaines photos. Ces photos-là ne reflètent qu'une image partielle du quartier, mais j'ai beaucoup d'informations, peut-être trop. Alors, je vais passer rapidement, puis on pourrait y revenir finalement dans les périodes de discussion. Alors,
rapidement, Vauban est un des écoquartiers les plus cités, donc c'est facile de documenter, et des plus visités. Dans certains documents, on parle de 25 000 à 30 000 visiteurs par année de ce quartier. Vauban est situé à Fribourg en Brisgau, donc une ville dans le sud-ouest de la France, qui souvent est une des villes, qui est la ville la plus ensoleillée et la plus chaude, donc dans certaines années. Tout ça pour insister sur le fait qu'il y a une énergie soleil qui est assez importante. Alors, c'est une ville de 230 000 habitants. Les emplois, ils sont surtout concentrés dans le secteur des services, donc services publics, services privés, universités, fonctions publiques. On y mène des recherches sur l'énergie solaire depuis plusieurs années. On y produit des panneaux photovoltaïques. On a innové il y a déjà plusieurs années en interdisant l'accès au centre-ville aux autos. Donc, vous avez ici, j'ai oublié de... et voilà. Donc, ici, ce sont des photos de Fribourg. Donc, vous avez le centre-ville où on ne trouve pas de voitures, mais des piétons, des vélos et des tramways. Alors, on y fait un fort usage du tramway, du vélo et de la marche. Le coût du logement y est cependant un des plus élevés en Allemagne. Et il faut noter que dans les années 70-80, il y a eu de fortes mobilisations antinucléaires, ce qui explique que Vauban est devenu, ce qui explique en partie que Vauban est devenu un des bastions du Parti vert en Allemagne, et les résidents de Vauban ont élu un maire vert en 2002. Alors, le quartier Vauban a été construit sur le site d'une ancienne base militaire qui était occupée par les forces françaises dès 1945, et c'est pourquoi on l'appelle le quartier Vauban. Ça a été nommé par les Français comme tel. Alors, les Français ont quitté la base après la chute du mur de Berlin, donc ont quitté la base en 1991. Le site a été racheté par le gouvernement allemand, qui l'a ensuite revendu à la municipalité pour 20 millions d'euros. La construction résidentielle du site a démarré en 1998 et s'est terminée en 2015 pour un total de 2000 logements et 5600 habitants. Alors, le projet de développement du quartier Vauban, se caractérise par son processus participatif, ses collectifs d'autoconstruction, l'accent mis sur les énergies renouvelables, excusez-moi, je ne suis pas au diapason de ma présentation, et sur la priorité au transport collectif et enfin sur l'objectif de mixité sociale. Alors, dès 1992, donc après que les Français eurent libéré l'espace, des étudiants, des militants écologistes et des personnes à faible revenu ont occupé illégalement certaines casernes du site et ont aussi revendiqué que le site soit voué à un usage résidentiel à vocation sociale et écologique. Ces événements ont été suivis en 1993 par la décision du conseil municipal d'affecter la zone à une fonction résidentielle, par aussi le fait que l'université a acheté 6 casernes pour loger 600 étudiants, et aussi par le fait que le Souci, qui est un collectif qui regroupait étudiants, militants, personnes à faible revenu, a pu acheter 4 casernes pour un total de 45 logements, et surtout, ça a été suivi, tout ça, par la création du Forum Vauban, donc qui est une association regroupant étudiants, militants et premiers occupants, et aussi futurs habitants, qui a été soutenue par la Ville et qui a été considérée comme partie prenante du processus d'aménagement et de développement depuis 1995. Alors, les apports du Forum Vauban sont très nombreux. Organisation de la participation citoyenne, constitution de différents groupes de travail sur les énergies, les transports, l'architecture, la participation publique, diffusion des formations auprès des futurs acheteurs et résidents
Donc, information, par exemple, sur l'architecture écologique, sur les économies d'énergie. L'intégration au concept d'aménagement initialement adopté par la Ville, qui prévoyait déjà une mixité fonctionnelle et sociale, le transport actif, les énergies renouvelables. Donc, 3 éléments importants qu'on a rajoutés. L'absence de stationnement privé sur le site, la conservation du peuplement forestier et la transformation d'une caserne en maison de quartier, comme on voit sur la photo. Le Forum Vauban aussi a contribué à ce que la Ville donne préséance dans la vente des terrains à des collectifs d'achat-construction qu'on appelle les Baugruppen, qui sont en fait des groupes d'autopromotion, et à la place de donner finalement priorité aux promoteurs privés. Alors, le Forum Vauban a cessé ses activités en 2003 et a été remplacé en 2005 par l'Association du quartier Vauban. Alors, 3 minutes? Oh là là, 3 minutes, alors ça va être difficile, hein? Bon, on vous donne 4. Ah, bien, merci beaucoup. Alors, les Baugruppen, qu'est-ce que c'est? Ce sont donc des groupes d'autopromotion qui regroupent 10 à 50 ménages qui sont agréés par la Ville selon un système de pointage qui favorise les constructions écologiques, l'absence d'auto, certaines populations. Donc, les gens achètent en groupe un terrain qui est divisé en parcelles, décident en groupe de l'architecture des bâtiments à construire, des modes d'énergie, des équipements qu'ils vont partager, des appels d'offres aux différents entrepreneurs. Ils sont accompagnés généralement d'un médiateur ou d'un architecte et d'un architecte. Ça favorise des relations sociales, le partage des coûts. Une fois les constructions achevées, les modes de possession sont soit la copropriété en grande partie, soit le mode coopératif. En 2015, on dénomme 70 Baugruppen qui ont contribué à la majeure partie du développement du site, qui est un site très dense. En ce qui concerne les énergies renouvelables, le système de pointage et les contrats, qui avaient des clauses, ont favorisé donc la construction à faible consommation énergétique. On retrouve 3 types de maisons, des maisons à faible consommation aux normes de la ville de Fribourg, qui sont beaucoup plus basses que les normes font en sorte qu'on consomme beaucoup moins qu'en Allemagne en général. Il y a des maisons passives à très faible consommation, et il y a des maisons positives qui produisent plus que consommées, et les surplus, finalement, sont versés dans le système de réseau de diffusion publique. Alors, ce réseau public est alimenté par une centrale de cogénération, complété l'hiver par un système à copeaux de bois et par des chaudières à gaz. La gestion des pluies, donc on prévoit finalement que les pluies puissent s'infiltrer dans le sol, sinon les surplus sont absorbés par les toits végétalisés et des fossés de rétention. La végétation luxuriante sur le site aussi apporte une fraîcheur l'été qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin de climatiseur pour se refroidir. Alors, transport actif, priorité. Donc, Vauban a été conçu comme un quartier des courtes distances. On favorise la marche et le vélo. Donc, il y a absence de stationnement privé. Pour les résidents qui ont une auto, il y a 2 grands stationnements collectifs. Sur les voies secondaires, la vitesse est limitée à 5 km et les voies secondaires donnent surtout priorité aux vélos, aux piétons et aux jeux des enfants. On peut accéder à Fribourg par le tram et par 3 lignes d'autobus et finalement, les résidents ont accès à un service d'autopartage. La mixité fonctionnelle, bien sûr, elle est vue parce que si on veut un quartier à courte distance, il faut qu'il y ait des choses qui soient accessibles à partir de la résidence. Donc, au-delà des 2000 logements, on a construit une école, des garderies, un centre commercial, une épicerie, une maison de quartier, un marché bio, des parcs. Au total, il y a 600 emplois sur le site dans le commerce, les services, l'artisanat. En ce qui concerne la mixité sociale, en fait, là, l'observation que plusieurs font, c'est qu'on observe une forte homogénéité de la population. Donc, une grande partie des résidents appartiennent aux classes sociales moyennes intellectuelles, donc des cadres, des professionnels, d'origine allemande et surtout copropriétaires. Ça s'explique par le coût élevé des terrains et le coût élevé de construction. Il y a aussi le fait que les Baugruppen regroupent des gens, finalement,
qui se ressemblent. Il y a peu de logements d'une et deux pièces pour les célibataires. Il y a quelques projets qui visent des ménages à faible revenu, comme la coopérative Souci ou comme la coopérative Genova, qui vise une clientèle de personnes âgées et de personnes handicapées. Finalement, en guise de conclusion télégraphique, Vauban, un contexte particulier, ville ensoleillée avec tradition écologiste, friche militaire à redévelopper, forte mobilisation sociale, Vauban, un écoquartier innovant en matière de participation citoyenne, d'attribution de terrains des collectifs, d'énergie renouvelable, absence de stationnement privé, mixité fonctionnelle. Vauban, cependant, n'est pas nécessairement un quartier mixte. On observe plus une grande homogénéité. Vauban, une expérience reproductive, peut-être pas, inspirante probablement. Merci. Ben, merci, M. Vauban. Mettez votre dernière, la suivante. Eh oui. Ouais. Donc, juste pour que vous puissiez visualiser la conclusion de M. Bernier, qu'on remercie pour cette belle conférence. Oh, et oui, faites-vous pas mal, personne. Hein? Je ne sais pas si on a des assurances, mais c'est pour votre santé. Alors, maintenant, c'est au tour de M. Christian Iaccarine, qui selon mes notes... Faites pas ma bio, donnez-moi les minutes. De la bio. Je peux vous parler. Vous êtes d'accord? Je vais quand même dire au moins votre titre. J'allais dire que vous venez de loin, de la ville de Québec où vous êtes né. Et on vous connaît comme fondateur de la Société de développement Angus, qui a donné naissance, qui est devenue une référence mondiale dans le domaine de redéveloppement de friches industrielles en quartier écologique. On sait qu'aujourd'hui, sur le site du quartier Rosemont, on retrouve autant la mixité de fonctions que mixité sociale. C'est un site qui accueille des entreprises, des emplois, des commerces indépendants, des entreprises d'économie sociale et a obtenu une certification LEED platine. Hein? Je présume que c'est très bien. Et vous allez nous parler de cette expérience notamment. On vous écoute. Bonjour tout le monde. J'ai deux contraintes. Un temps impossible, 10 minutes. Et quand je suis parti du bureau, mes gens de com m'ont dit « Christian, tout va bien en ce moment avec la ville, avec Québec, avec les citoyens. Fais pas de controverse. » Fait que je vais faire bien attention à ce que je vais dire. Rapidement, on est un cas particulier. La Société de développement Angus, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, on est une OBNL qui ne développe pas un site. On n'est pas la ville de Bordeaux, on n'a pas la réglementation, on n'a pas le moyen. Tu sais, on est juste un OBNL et on travaille à l'intérieur des cadres qui sont régis par les pouvoirs, la ville, le gouvernement de Québec, le gouvernement du Canada. Rapidement, le Technopôle Angus, aujourd'hui, au moment où on se parle, il a développé le terrain qui était de 2 millions de pieds carrés, 2,4 millions de pieds carrés. Aujourd'hui, c'est... vous voulez je vais le faire pour vous? Oui, ça, je ne serais pas très bon avec ça, moi. Mieux que ça. Ouais. Marc-André va faire pour le terrain est développé à peu près à 50%. On y trouve 12 bâtiments, dont le premier bâtiment industriel écologique au Canada. Et on a aujourd'hui la chance d'avoir M. Guy Favreau, qui a été l'architecte de ce projet-là. Guy est probablement le premier architecte qui a intégré le développement durable dans la conception. Et c'est grâce à lui si Angus a pris cette tendance-là à l'époque. Alors, on a une douzaine d'édifices, on a 3000 travailleurs, on a des entreprises d'économie sociale, on a des commerces locaux, effectivement. Tout le site développé appartient maintenant, depuis 1 an, à une fiducie d'utilité sociale, la fiducie foncière Angus. Donc, tout ce qui est développé appartient à une fiducie, ce qui rend totalement inaliénable ce qui a été construit. Donc, personne ne peut le vendre. C'est une propriété collective à vitam aeternam. Puis, comme dit l'autre, l'éternité, ça dure longtemps, surtout vers la fin. C'est dans ce contexte-là, il faut le comprendre, on a 2 CPE. Il faut comprendre que c'est dans ce contexte-là qu'on a parti une réflexion sur un grand terrain qu'on a sur le site, un terrain de 400 000 pieds carrés, où on a parti une réflexion en disant, est-ce qu'on peut aller plus loin que ce qu'on a fait aujourd'hui? Alors là, oui, c'est ça. Là, il est en anglais.
Hey, bébite. Moi, je ne sais pas comment ça se fait que vous l'avez en anglais. On- Moi, je ne l'ai même pas en anglais. Bon, en Ben, tout cas. c'est un service qu'on rend. Ah, Voilà. Je viens de perdre 1 minute avec le bilinguisme. L'idée était de dire, est-ce qu'on peut développer un écoquartier? Puis là, moi, je n'embarque pas. Je suis tout à fait d'accord avec la définition que fait Jean-François sur ce que doit être un écoquartier. Un milieu mixte, c'était ça qu'on voulait, où on allait avoir... On avait pris conscience que dans le quartier, un jeune couple qui gagne chacun 50 000 par année, qui est la moyenne des salaires au Québec. Au Québec, on ne gagne pas 200 000 par ménage, on gagne entre 80 et 120 000 par ménage. On s'apercevait que dans notre quartier Rosemont, un jeune couple qui gagne 100 120 000 était incapable d'acheter une habitation dans le quartier. Et on s'est dit, est-ce qu'on est, nous, capable d'offrir un produit, compte tenu qu'on est un organisme à but non lucratif et qu'on n'est pas là pour faire du profit, est-ce qu'on est capable d'offrir un produit qui va rencontrer ces besoins-là? Donc, on est parti sur cette idée-là, logement abordable, logement social. On est parti là-dessus. On a réfléchi, évidemment, on a toujours notre mission qui est l'emploi. Et donc, on est arrivé avec un projet mixte, à peu près 300 000 pieds carrés de logement et 400 000, 450 000 pieds carrés, bureaux, entreprises, écoles et compagnie. Une des raisons pourquoi aussi on voulait logement et entreprise, c'était au niveau de la gestion de l'énergie. Il y a énormément d'énergie qui est évacuée. Si on prend l'autre... oui, c'est ça. Si on prend, c'est ça. Donc, on a voulu mettre une boucle énergétique qui fait en sorte que l'énergie produite par les bâtiments bureaux le jour, qui normalement sort par la cheminée, à la place, on va le capter et on va le transférer vers les bâtiments résidentiels qui, eux, sont en demande d'énergie le soir et la fin de semaine. Donc, c'était ça la boucle, ce qui permet de faire en sorte qu'on réduit là, la consommation d'énergie de 40 % et les gaz d'émission les gaz à effet de serre de 26 %. Même chose pour l'eau. On a travaillé énormément avec les architectes du paysage. Ce n'est pas des grandes technologies. Un écoquartier, ça ne veut pas dire technologie, où on récupère 95 % de l'eau de pluie et on réutilise, on baisse la consommation d'eau potable de 40 %. On m'a demandé d'insister beaucoup sur qu'est-ce qu'on ferait autrement aujourd'hui. On est en construction, qu'est-ce qu'on ferait autrement? Et là, ça m'amène à parler plus du volet citoyen. J'ai un beau chiffre ici. Rosemont, Petite-Patrie, notre arrondissement, c'est 140 000 de population. On parlait tantôt de Bordeaux à 250 000, Vauban à 230 000. Alors, Rosemont, Petite-Patrie, c'est 140 000 à peu près de population, à peu près 65 000 dans Rosemont, à peu près 5 000 habitants dans tout le quartier Angus, et 190 personnes qui avaient droit de vote lors du référendum, s'il y avait un référendum. Alors, vous voyez déjà une dynamique où tu as 190 personnes qui ont pratiquement le droit de vie et de mort sur un projet dans un arrondissement de 140 000 et dans un quartier de 60 000 et dans un sous-quartier de 5 000. Alors, quand on parle de débat citoyen, participation, démocratie, il faut aussi placer les choses dans leur contexte. Angus, et là je vois beaucoup de monde sourire, ça me fait plaisir. Angus, on a fait énormément de, pas juste de la consultation et participation en amont du projet pour arriver au projet dont je vous fais un peu état aujourd'hui. Donc, assemblée, ateliers, rencontres séparées, groupes communautaires, institutions, citoyens, etc. Tout allait bien. Tout allait bien, on avançait. On a dépensé 1,2 million de dollars pour faire le plan d'aménagement. Je vous rappelle qu'on est une OBNL non subventionnée. Tout allait bien jusqu'à temps où on arrivait proche du moment où on allait à l'arrondissement faire l'adoption du règlement. Et les fameux 210 personnes qui sont à côté, on a organisé une soirée juste pour eux. Et là, ça a été la démolition en règle de notre projet. 210 personnes qui ont droit de vote. En nous disant, vous faites trop de hauteur. Ah oui, c'est ça, non. Nous, notre projet, c'était 20 logements sociaux, 80 logements abordables. On était là-dedans. C'était quand je vous disais qu'on voulait que ce soit la classe moyenne, là, 80, 120 000 qui achètent. Donc, nous, on faisait du logement abordable et du logement social. Et on demandait un changement de hauteur pour passer à 8 étages.
Et là, les 180, j'exagère un peu, là, c'est pas tout le monde des 210 qui étaient là, mais il y avait 80 personnes qui sont venues et qui s'opposaient violemment, mais quand je vous dis violemment, là, ça sortait des tripes, là, je vous le jure, au projet en disant, c'est trop haut, vous allez cacher notre vue du Mont-Royal, vous le savez pas, mais la Charte de l'ONU assure à tout citoyen de Montréal la vue sur le Mont-Royal. C'est un droit fondamental à Montréal, la vue sur le Mont-Royal. Vous allez nous cacher la vue sur Montréal. En plus, vous faites du logement abordable. Ça va faire baisser la valeur de nos propriétés. Donc, s'il vous plaît, réduisez la hauteur de vos bâtiments et faites des maisons à 700, à 800 000. Ça va donner de la valeur à nos bâtiments. Alors, évidemment, tu es pris au dépourvu, tu ne sais pas quoi faire, tu paniques, on passe au conseil d'arrondissement dans tant de temps. Puis là, ce monde-là, ils ont droit de vote. Dans un effort de conciliation, j'ai eu une mauvaise idée ce soir-là. Alors, quand Patrick me dit « Qu'est-ce que tu referais? » J'essaierais d'éviter les mauvaises idées spontanées. J'ai dit « OK, on va baisser de 8 étages à 6 étages. 6 étages étant la hauteur maximum prévue par le règlement à l'époque. Donc, regardez, je ne demanderai pas de la hauteur. On va descendre à 6 étages. Ça, j'ai fait cet engagement-là, puis on l'a respecté, mais il y a eu des effets dont je vais vous parler dans une minute, si on me laisse le temps. Mais les personnes, même si je baissais de 6 étages, ils n'étaient pas d'accord avec le projet. Du logement abordable, ils n'en voulaient pas. Du logement social, ils n'en voulaient pas. Des résidences étudiantes, ils n'en voulaient pas. Puis il y en a certains qui ne voulaient même pas d'immigrants. Donc, on s'est retrouvés complètement coincés. On se disait, si on continue comme ça, on ne passera pas au référendum. Donc, on a changé complètement la formule. On est allé en ce qu'on appelle en article 89. On a perdu 1 an. On est allé à l'office. M. Bergeron était d'ailleurs le président de la consultation à ce moment-là. Et on a fini par avoir le règlement qu'on voulait. Sauf qu'on est passé de 8 à 6 étages. Ça a l'air banal, ça, 8 à 6 étages. Ça a fait en sorte qu'au lieu d'avoir ce qu'on voulait, 80 de logements abordables et 20 de logements sociaux, on a été obligé de réduire de moitié le logement. Une minute. La moitié du logement abordable. Négociable. La moitié du logement abordable, parce qu'à un moment donné, tu as un coût que tu n'es pas capable de rencontrer. Faire un ascenseur pour 6 étages ou faire un ascenseur pour 8 étages, le coût est marginal. Il y a plein d'éléments comme ça qui fait que la densité devient fondamentale si tu veux faire du logement abordable. Tu ne peux pas faire du logement abordable avec les coûts de construction aujourd'hui, avec les coûts de terrain aujourd'hui, à faible densité. C'est impossible. C'est mathématiquement impossible. On l'a essayé de toutes les façons. Nous, dans Angus, on va arriver là, break-even. Ce que ça nous coûte, c'est le prix qu'on vend. Il n'y a personne qui fait ça au monde, de vendre à ton coûtant. Okay? Alors, s'il y a une chose que je ne ferais pas, c'est cette mauvaise idée que j'ai eue ce soir-là pour essayer de trouver un compromis de baisser la densité. C'était une erreur. Puis mon équipe me la rappelle à tous les semaines. Ce que je veux vous dire, c'est que ça prend de la maturité puis de la réflexion quand on part une démarche comme celle qui est en train d'être partie. Puis je vois le nombre de personnes dans la salle, puis je me dis « Wow, c'est bien parti » pour le projet Namur. C'est d'avoir une réflexion globale et ne pas s'accrocher à une chose. Il y a des compromis qu'il faut faire et il faut les faire si on veut avoir à la fin un projet intéressant. Il me reste plus de temps. Mais c'est une bonne conclusion quand même. Merci beaucoup. Alors, juste une petite période de questions. C'est pour décourager les gens de sortir la salle. Chacun ses stratégies improvisées. Hein? Alors oui, quelles leçons pour Namur Hippodrome des expériences que vous avez présentées? Ou une autre façon de poser la question, c'est par quoi commencer ou par quoi ne pas commencer quand on regarde les exemples que vous nous avez rapportés d'Europe ou de Rosemont. Vous vouliez y aller, M. Morin? Ben, c'est sûr, comme je l'ai dit en conclusion, que le cas de Vauban est un cas très spécifique. Il y a un contexte vraiment qui lui est propre.
Cependant, ce qu'on peut retenir, c'est quand même les principes. La participation citoyenne. On avait un outil qui était le Forum Vauban, donc qui est un outil qui était propre aussi à ce quartier-là. Il y avait le principe aussi des économies d'énergie. Donc, on a beaucoup misé sur le solaire parce que c'est une ville très ensoleillée. Ici, il y a d'autres façons, finalement, d'avoir des économies d'énergie. On a aussi favorisé un quartier avec priorité aux piétons et aux vélos. Donc, c'est un autre principe. Donc, on est allé jusqu'à interdire les stationnements privés. Il reste que le quartier est resté très attractif pour même des nouveaux résidents qui ont peu, finalement, d'automobile ou qui n'en ont pas du tout. Puis finalement, je pense que la question de la verdure, on le voit sur les photos et quand on arrive à Vauban, par rapport à d'autres quartiers, éco-quartiers que j'ai visités, on dirait qu'on est en forêt. Je veux dire, on a préservé le couvert forestier, on a beaucoup planté, et ce qui fait que c'est un quartier qui est très agréable sur le plan, finalement, pour l'été, nécessairement, il y a de la fraîcheur, mais qui est un quartier, finalement, et c'est pour ça, finalement, que beaucoup de gens veulent y vivre, parce que la verdure, finalement, procure ce confort, je dirais, ce rapport à la nature qui est fort important. Puis, en dernier lieu, je pense que la question de la mixité fonctionnelle. Ça, je pense que du côté, finalement, d'Angus, on a beaucoup misé sur ça. Il y a d'abord des services d'emploi et ensuite de la résidence. À Vauban, on a misé sur les deux parce que dès les premières années de construction de résidence, on a construit une école et des garderies. Donc, comme je l'ai dit, pour faciliter un quartier aux courtes distances, encore faut-il que les gens puissent aller d'un point à l'autre et qu'il y ait un intérêt à y aller. Et donc, c'est pour ça que ça prend un quartier avec des services, des commerces, des parcs, etc. La question de la mixité, effectivement, c'est un objectif du départ. Il y a beaucoup d'écrits qui, finalement, constatent que, comme je l'ai dit, qu'on assiste plus à une homogénéisation de la population. Donc, la mixité est discutée, mais disons que ce n'est pas un échec total, mais ce n'est pas ce qu'on visait initialement. Donc, comment créer de la mixité? On n'est pas en France comme on l'a vu. Au Québec, les financements dépendent beaucoup des gouvernements fédéral et provincial. Puis quand il y a des chicanes entre les deux, ça retarde aussi l'octroi des financements. Donc, la difficulté, finalement, de créer véritablement un quartier mixte, je pense que une des leçons de Vauban. Merci. Monsieur Lefebvre. Oui. Je pense, pour faire suite à M. Morin, bon, il a parlé du verdissement. Je dirais la clé qui a fait la différence dans les écoquartiers, puis je veux dire les écoquartiers, là, c'est la réduction de la place occupée par l'auto. C'est une condition fondamentale. Quand on laisse entre la tiers et la moitié de la surface de nos villes pour l'auto, on enlève tout l'espace pour la qualité de vie. Donc, c'est un élément fondamental. Évidemment, pour rendre ça acceptable, c'est pour ça justement que le fait d'intégrer du transport collectif et généralement le tramway, donc, est fondamental. Là, je pense qu'il y a un petit élément aussi sur le fait qu'on a vu des exemples, mais comme ça donne l'impression un peu que oui, il y a quelques exemples. Je dois souligner, c'était dans ma présentation, mais je l'ai faite vite. En France, en 2019, ils ont célébré le 10e anniversaire de leur programme Écoquartier. Ils sont rendus à 600 quartiers certifiés ou en voie de l'être. Donc, ce n'est pas marginal. Et on parle des autres pays. J'ai visité, le quartier Vauban. J'ai été visiter aussi à Malmö également, en Suède. Puis bon, et pour finir, pour ne pas étirer, sur le dernier point que je dirais majeur, c'est, je reviens à l'enjeu du changement climatique, l'écoquartier Royal Stockholm Seaport, un immense quartier portuaire à Stockholm. Ils ont déjà prévu que ceux qui vont rentrer dans le quartier, puis je l'ai visité, il était en construction, c'est 1,5 tonnes de gaz à effet de serre maintenant, et ils ont prévu qu'il soit carboneutre pour 2030. C'est-à-dire que tout est pensé dans la conception du quartier pour faire en sorte qu'on a limité l'impact de ceux qui allaient y vivre. Et là, on parle d'un quartier de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Là. Intéressant. Monsieur, deux choses.
Je ne sais pas c'est quoi la dynamique qui est autour là, de l'hippodrome, là, de Namur Hippodrome. Je ne sais pas comment la ville compte le développer. Est-ce qu'elle compte le faire elle-même? Je ne sais pas c'est quoi la dynamique de développement. Ce que je dirais, c'est que quand on travaille avec les citoyens, il faut s'adresser à l'intelligence des gens et d'amener tous les faits sur la table. Entre autres, quand on fait des quartiers comme ça, quand on développe des quartiers comme ça, l'argent est un élément. Dans les consultations publiques, on ne parle jamais d'argent. On fait des projets, puis l'argent, c'est pas là. Alors qu'elle est au cœur du développement. De la question financière, elle est là. Tantôt, toi, tu parlais de Vauban, tu disais, le gouvernement a vendu à la ville le terrain pour 22 millions d'euros. C'est un coût, puis la ville a été obligée de le rentabiliser. Puis peut-être, je ne le sais pas, mais peut-être une des raisons pourquoi il n'y a pas beaucoup de mixité sociale, c'est que le coût du foncier était trop élevé pour faire du logement social ou du logement abordable, alors que là, c'est une transaction entre pouvoirs publics. Je veux dire, il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part là-dedans. J'ajoute qu'effectivement, il y avait aussi une forte décontamination à faire. Voilà. Donc, ça coûtait très cher. Bon, alors, juste de dire que quand on travaille sur des projets, il faut avoir, comme citoyen, je parle, la question de l'argent pour pouvoir réfléchir avec intelligence en disant « Oui, c'est vrai que j'aimerais ça que ça soit 4 étages, mais là, compte tenu des coûts, je préfère avoir 7 étages pour avoir une mixité qu'avoir 4 étages pour avoir juste du monde qui gagne en haut de 150 000 dans le quartier. » Donc, d'amener cette notion-là d'argent en amont, okay? Parce que les développeurs, j'en suis un, quand on a dépensé 1,2 million de dollars, quand on a passé à travers tous les processus de la ville et qu'on se ramasse en consultation, on est à genoux. On a tout fait, là, on est à genoux. Alors, si les citoyens n'ont pas participé à ce processus-là et qu'ils viennent questionner ton affaire, tu deviens comme ça, là. Tu deviens comme un choc en disant « Hey, moi, ça, là, on m'avait dit de ne pas faire ça, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui de le refaire. » Donc, de dire, on s'adresse à l'intelligence des gens, puis on leur dit oui, on pourrait faire ça, mais l'impact de ce que vous demandez, c'est cela. Puis là, on fait des choix collectifs, puis après ça, les développeurs peuvent travailler en ayant une feuille de route qui est cohérente. Merci beaucoup. J'ai déjà vu tout à l'heure quelques personnes se présenter au micro. Monsieur, on vous écoute. My name is Michael Shafter. The organization is the ABM, A Better Montreal. We are all eco-friendly. We are all environmentally friendly, and we want the best construction and layout for the huge Blue Bonnet Hippodrome site, a site that has never been developed in Montreal. The subject is transportation. I went to the Montreal Auto Show like many other people, and I saw the many, many more models of electric cars that were on display of all prices from low to high. And what every manufacturer representative said was that we are selling more cars than the year before, and every year a few more cars. And I said, well, I don't quite see it. He says, yes. The big breakthrough will come with the 5-minute full charge. That is, you go into a gas station and they can charge your electric vehicle, which is environmentally friendly, within 5 minutes. And I said, are they working on it? He said, it's the $1 trillion question. Yes, they are. Hydro-Quebec is working on it. Every think tank is working on it. The battery manufacturers, the car manufacturers. And I said, you mean IsraelTechnology.com as well? He said, absolutely. So what I say to you is welcome the cars on site. Within 5 years, they will be electric vehicles. We can control the speed of the vehicles simply with a sign that says 30 kilometers an hour, 36 double dollar sign. You have just told them there is no speeding permitted. It is safe for our children, it is safe for our families, and we must plan for it today before we do construction under the streets, under the buildings, under the parks, wherever
that we have sufficient parking for the people that will rent, buy, whether it's affordable or high-end or social housing, because my heart is big time in social housing. We've got to do it. We've got to prepare for it. Let's make this project work. We should not, when it's finished, have $1 billion debt. We should not have something like the Big O that pales in comparison like a mouse. We can make money with this. We can provide for everything that we need, but we need a compromise of transport, public transport, private vehicle, bikes, everything. You have any comment on it? Can we plan for that? Alors, une question sur la place de l'automobile dans un écoquartier, plus spécifiquement dans un futur quartier Namur Hippodrome. La place des voitures électriques qui s'en viennent, qui vont être rechargées plus facilement. Donc, on peut prévoir qu'à l'avenir, ce sera l'alternative des citoyens. Est-ce que la place de la voiture devrait être limitée dans un quartier? Je vais répondre. On vient de... Non, mais on va être dans la vraie vie. Ce qu'il faut être dans la vraie vie. On vient de vendre 120 unités familiales sur Angus. 90% du 3 chambres à coucher. Donc, des familles avec des enfants. Okay? À peu près tout le monde qui avait des enfants, qui ont acheté, qui avaient des enfants, il y avait une auto. Okay? Moi, avant d'avoir mon petit, j'avais pas d'auto, j'avais pas de micro-ondes, j'avais pas de laveuse à vaisselle. Le petit est arrivé, l'auto, le lave-vaisselle, puis le micro-ondes. Donc, en ce moment, c'est ça la réalité des gens. On peut faire semblant que ça n'existe pas, mais si j'avais pas eu des stationnements pour ce monde-là, ils n'auraient pas acheté leur unité familiale chez nous, ils auraient été en banlieue. Parce que c'est ça qu'ils auraient fait. Parce que nous, c'était du 3 chambres à coucher pour garder le monde chez nous. Si j'avais pas eu de stationnement, ce monde-là serait allé en banlieue, il aurait favorisé l'étalement urbain. Sur Angus, on est très mesquin sur le nombre de places de stationnement qu'on donne gratuitement aux entreprises. On n'en donne vraiment pas beaucoup en disant, nous, ce qu'on va vous donner à la place, c'est une carte puce à tous les mois pour vos employés. Ceci dit, quand une entreprise vient chez nous, elle me pose 2 questions. Combien ça coûte le loyer, puis combien de places de stationnement que j'ai? C'est ça la réalité. Alors, on a réduit énormément. Oui, les voitures électriques, mais tu sais, si on remplace une auto à gaz par une auto électrique, OK, c'est correct, là, il y a moins de gaz à effet de serre, mais c'est une auto pareille. Puis là, la question du parking se pose pareil. Elle soit électrique ou pas, il faut la parquer quelque part. C'est pas simple, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas simple. Et si j'avais fait mes 120 condos en disant, je n'offre aucune place de stationnement, en plus que moi, j'ai pas, dans l'écoquartier, là, la rue est piétonne, hein? C'est pas une rue où on peut stationner. Donc, tous les stationnements sont en souterrain. J'aurais pas vendu mes condos. Alors que je faisais des condos abordables pour des familles. Fait que c'est pas simple, c'est juste ça. Un élément de réponse de votre part aussi? Oui, mais je voudrais compléter. Bon, Bien joué. we don't have the choice to go to electric vehicles. Bon, it's one thing. But electric vehicles are acceptable only if we reduce our car dependency. Et si on devient moins dépendant des autos. On n'a pas le choix. Il faut penser, we have to think about the greenhouse gas emission of the fabrication of the battery. Bon, dans ce contexte-là, oui, on n'a pas le choix d'avoir peut-être certains espaces, mais ce qui doit être changé, if we give too space for parking, ben, people won't take public transit. Bon. On peut réduire le coût des logements en réduisant la dépendance de l'espace occupé par l'automobile, mais il faut mutualiser les espaces de stationnement. Il ne faut pas que ce soit chacun a sa case de stationnement. Il faut faire en sorte qu'on a, dans les écoquartiers que j'ai visités, dans Vauban, dans celui de Malmö, vous avez un garage à l'entrée pour les voitures à ce moment-là, et le reste du quartier est sans auto. Un quartier sans auto ne veut pas dire qu'il n'y a aucune accessibilité en auto, mais ça veut dire qu'on n'a plus l'espace privé pour 2-3 voitures, qui fait en sorte que ça augmente le coût des logements, mais en même temps, je veux dire, à la Chine, le promoteur vient de faire un premier développement. Il annonçait des publicités avec des arbres, bien, avec les grosses entrées, les gros driveways. That's not enough place to put one tree in front of the house. Without cars,
People cannot understand what... OK. Ce qu'ajoutait monsieur avant de passer à la prochaine question, c'est que, comme disait monsieur Iaccarini, pour vendre des unités, le stationnement est un incitatif de vente important pour les promoteurs. Surtout dans la famille. Surtout pour les familles. Alors, il nous reste environ 15 minutes pour cette période de questions. Vous êtes 5 au micro, vous allez tous pouvoir poser vos questions. Peut-être j'en prendrai 2 questions à la fois et après on ouvrira les réponses en même temps pour accélérer les choses. Alors, je vous écoute. Bonjour, Louise Constantin, la Fédération des coopératives d'habitation du Montréal métropolitain. Je crois que ma question s'adresserait peut-être plus à M. Lefebvre, mais sûrement que je ne vais pas vous empêcher de répondre non plus. En fait, c'est un élément de réflexion. On a parlé de certaines controverses, mais il y en a une qui a surgi, je dirais, assez récemment, qui s'appelle l'opposition à l'éco-gentrification. Alors là, vous avez parlé de plusieurs exemples d'écoquartiers qui sont des nouveaux quartiers. Mais la question qui se pose, c'est toujours l'arbitrage. Quand il y a un quartier plus vert, l'attrait du quartier augmente, donc la valeur augmente et ça attire, comme vous l'avez mentionné, une population plus aisée. En fait, ma question, c'est plus... Est-ce qu'il y a des réflexions, des exemples ou des moyens de contrer ça? Puis je rajouterais une sous-question, un petit commentaire. Les villes se sont beaucoup exprimées à la dernière agora de la communauté métropolitaine de Montréal sur la question de l'écofiscalité. En fait, plus une ville verdit, plus elle est pénalisée du fait que les espaces pour la construction... la fiscalité des villes repose sur la construction, le résidentiel et non pas sur la protection des espaces verts. Alors, j'ajoute ça dans la réflexion et je vous invite à commenter. Je vous remercie. Alors, on a noté vos 2 questions et on passe à la question suivante. Oui, au départ, ça va plus être une mise en contexte. En fait, je vais me présenter d'abord. Charles Grenier du groupe de ressources techniques Atelier Habitation Montréal. D'abord, le message de M. Iaccarini au niveau des coûts de construction. On fait du développement immobilier, on le comprend et c'est très difficile de faire rentabiliser des projets avec le coût de construction actuel, avec le coût foncier. Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec l'hippodrome, c'est que la Ville de Montréal est propriétaire du terrain. Donc, contrôle le foncier et surtout peut contrôler le développement. Donc, on espère que ce futur quartier-là va pouvoir permettre des constructions éco-énergétiques, surtout que le nouveau programme Accès-Logis va permettre le financement de meilleurs bâtiments, en fait, étanches, donc une meilleure efficacité énergétique, voilà. Ma question, en fait, était très précise, c'est au niveau de la présentation de M. Morin, au niveau du quartier Vauban. Je demandais, vous avez parlé, en fait, qu'il y avait des groupes de personnes, de 30 à 50 personnes, en fait, qui avaient acheté le terrain, dans le fond, pour faire le développement. Je me demandais qui était le maître d'œuvre, en fait, de ce développement-là. Est-ce que c'était la ville? Est-ce que c'était un OSBL? Comment ça fonctionnait, tout ça? C'est-à-dire que c'est... Micro. Oui. C'est la ville, finalement, qui a parcellisé son territoire, donc qui vend finalement des lots, lesquels, en plus, sont parcellisés en plus petites parcelles encore. Okay. L'idée, c'est qu'il y a comme une espèce de master plan, mais finalement que la construction se fait de façon très bottom-up, c'est-à-dire que soit qu'on fait des appels à autopromotion ou que des autopromoteurs se présentent à la ville. Okay. Mais pour arriver à acheter, à construire, il faut qu'ils reçoivent un agrément de la ville. Okay. Et l'agrément, finalement, c'est le système de pointage dont je parlais. Donc, il faut que les gens... dans le fond, acceptent de construire de façon écologique en permettant des économies d'énergie. Il faut que les gens, ça fait partie des contrats aussi, ça peut être privilégié, de ne pas avoir d'auto. Et il y a aussi, je me souviens plus, il y avait une troisième condition. Donc, finalement, c'est que les gens achètent et, par contrat, ils s'engagent dans le fond à construire l'écologie, ils s'engagent à ne pas avoir d'auto, etc. Donc, ils achètent collectivement un terrain. On a vu ça au Québec avec Coop Habitat. Mais une fois que c'est construit, c'est-à-dire collectivement aussi, on construit, on décide des équipements
à partager. Donc, c'est comme les expériences de cohabitation qu'on retrouve au Québec, notamment à Québec, je pense qu'il y en a eu. Mais une fois que tout ça s'est fait, bien, finalement, chaque ménage possède son logement en copropriété. Il y a marginalement aussi des coopératives d'habitation. OK. Donc, c'est très, très particulier à Vauban. Là. Alors, je rebondis là-dessus pour répondre à la question. C'est le fait que la ville soit propriétaire des terrains pour le projet ici, quelle opportunité ça représente pour les objectifs d'un écoquartier ou de... Bien, c'est-à-dire que dans le cas de Vauban, c'est que la ville contrôle les acheteurs. Donc, d'où le système de pointage. Exact. Mais on a vu que le système de pointage, finalement, initialement, il visait un quartier mixte, mais du fait que la ville devait quand même, dans le fond, rentabiliser son achat, rentabiliser la viabilisation des terrains et la décontamination des terrains. Et comme les gens, donc, il y avait un coût assez élevé, donc la ville devait quand même vendre ses terrains au coût. Et en plus, les autoconstructeurs, eux autres, devaient respecter des normes écologiques. Donc, isoler une maison, mettre des panneaux solaires, avoir un système de cogénération interne, ça coûte cher. Donc, globalement, il y avait quand même des économies d'échelle. Donc, mais on estime entre 20 et 50 %. OK. Mais il reste que le coût du logement est cher. Mais il faut dire que... Merci, j'allais dire. On vous écoute. À votre question sur le fait que la ville soit propriétaire du terrain, c'est un avantage extraordinaire si la direction des transactions immobilières ne fait pas l'analyse suivante. Combien vaut mon terrain aujourd'hui? Et que je mette la valeur du terrain aujourd'hui dans le coût. Et plutôt de partir de combien je l'ai payé et que je mette cette valeur-là. Parce que si tu dis, je fais une évaluation du terrain, bon, ça vaut 150 $ le pied carré parce que c'est collé à un métro, parce que ci, parce que ça, bien là, tout ce que tu vas faire, c'est gonfler ton projet. Je regarde sur Angus, on a payé le terrain 3,5 piastres. Aujourd'hui, on est mort de rire à 3,5 piastres. Je veux dire, c'est fantastique. C'est ça qui nous permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs, parce que justement, le 3,5, si je faisais une évaluation, mon terrain, puis je le mettais à la valeur actuelle, je serais à 60 $ le pied carré. Bien là, je n'en ferais pas de logement social puis de logement abordable. Fait que la ville, elle a une chance unique, c'est qu'elle a un foncier qui, j'imagine, à l'époque, ne lui a pas coûté cher, et elle est maître d'œuvre. Je vais répondre à la première question pour ne pas renchérir sur la deuxième, pour laisser le temps aux autres. Merci. Donc, je vais commencer par la fin de l'intervention de madame pour dire, est-ce que la ville serait pénalisée par le vert? Actuellement, ce qui nous pénalise, c'est d'occuper entre 30 et 50 % de l'espace pour l'automobile. Le fait, donc, d'enlever de cet espace-là, le fait de verdir n'enlève pas. Au contraire, on vient de rajouter et on peut permettre à ce moment-là de rendre acceptable la densification, c'est-à-dire qu'on peut rendre plus acceptable d'ajouter des étages parce que justement, on a mis un quartier avec une meilleure qualité de vie. Là-dessus, je dois mentionner, je parlais dans ma présentation, le coefficient de biotope par surface. Ce qui est important, c'est un coefficient de verdissement qui donne une grande liberté, mais qui inclut le verdissement des toits et des murs aussi. Donc, ça veut dire qu'on peut ajouter énormément de verdure à ce moment-là, en améliorant la qualité et, comme disait M. Iaccarini, mais on peut augmenter la densité, on peut rentabiliser des logements sociaux à ce moment-là. Il y a des études qui sont sorties tout récemment qui démontrent justement que ce n'est pas le fait d'ajouter des parcs qui est associé au problème d'embourgeoisement. C'est si vous ne faites que 3-4 parcs dans un grand secteur, surtout si proche au centre-ville, oui, ce secteur-là va prendre une valeur ajoutée énorme comparée au reste. Si vous plantez des arbres et vous mettez des parcs partout, à ce moment-là, vous réduisez les effets pervers, vous avez les effets bénéfiques pour tout le monde. L'effet, par contre, un peu plus grand quand vous avez un grand parc linéaire, parce que les gens comprennent qu'un grand parc linéaire va permettre du développement de façon un peu plus linéaire, mais encore là, ça doit être accompagné de politiques appropriées. Puis, dernier élément, il y a des gens, par exemple, qui ont manifesté dans certains quartiers contre des commerces qui étaient associés à classes plus aisées. Bon, par exemple. Il faut développer des places publiques. Si la personne se sent
rejetée parce que c'est trop cher pour elle d'aller dans ce bar où il y a une belle terrasse, bien, il faut qu'il y ait une terrasse publique à côté qui est accessible à tout le monde, OK, avec un terrain de jeu pour les enfants qui rend possible pour tout le monde de profiter de l'espace et qui fait en sorte que ça devient acceptable pour tout le monde. C'est ça que la vision d'ensemble. Merci. Alors, 3 autres personnes, 3 autres questions. On va écouter les 3 en même temps. Un après l'autre. En même temps, ce serait plus vite. Ce serait moins efficace. Allez. Darby McDonald de la Projet Jeunesse. Moi aussi, j'ai une question sur l'enjeu de l'éco-gentrification et comment éviter la possibilité de trop favoriser un côté de le développement, soit la loyer plus chère, et sacrifier la communauté et le quartier dans le processus. Alors, peut-être tu peux parler sur les effets des quartiers autour, les dons que vous aviez parlé, et comment on peut faire les connexions plus fortes entre la mixité et l'environnement. D'accord. Monsieur Ray. Ron Raysad de l'ABC est impliqué avec le milieu communautaire depuis 2007 pour l'avenir de Bluebonnet, juste pour donner une perspective historique. Mais ma question, c'est quand on parle de développement durable, je ne parle pas de mixité, j'aurais pu poser une question par rapport à la mixité sociale, mais quand on parle de développement durable, on a une longue histoire au Québec de parler beaucoup en termes de l'ambition de développement durable et fournit très peu en termes de soutien financier. Que je voulais juste savoir, je ne veux pas les exemples en Europe, je veux vraiment les exemples au Québec. Est-ce qu'il y a les signes que la situation commence à s'améliorer? Parce que toute l'image de l'hippodrome, ce n'est pas une manière de soutenir un certain nombre de ces mesures-là, mais c'est la même chose. Parler comme ça, puis livrer comme ça. C'est ça ma question. Merci, M. Lefebvre. Je suis de l'équipe de santé publique du CIUS Centre-Ouest. Moi, j'avais une question sur la gouvernance. Vous avez parlé de la participation citoyenne et puis de la gouvernance qui était un élément essentiel des écoquartiers. Je pense, comme on l'a dit, ça fait de nombreuses années qu'on travaille sur Bluebonnet. Le dialogue est très bien engagé avec l'arrondissement, la ville, le milieu communautaire, les partenaires institutionnels. On est en train de regarder un petit peu, justement, des modèles de gouvernance. On regarde un petit peu du côté de Louvain, de ce qui se fait près de nous. Est-ce que vous avez des éléments, vous avez déjà parlé de tout mettre sur la table, des conseils qui pourraient nous aider à développer notre propre modèle? D'accord. Alors là, comment on va faire? Ça va être votre mot de la fin. Alors, vous répondez aux questions, aux éléments de questions que vous avez retenus. Et un après l'autre. Alors, M. Yaccarini, on commence avec moi. Ben, d'abord, la question de Ron, il n'y a aucun réel... Il y a des programmes d'efficacité énergétique avec Hydro-Québec. Ça aide un peu, mais ce n'est pas des programmes qui te permettent de développer des vraies infrastructures là, importantes au niveau énergétique. Dans le cas d'Angus, les infrastructures globales sur le site, la boucle énergétique, les places publiques qui nous servent pour capter l'eau, les eaux de ruissellement puis les eaux de pluie, c'était autour de 40 millions. On a réussi, nous, à obtenir le financement par le gouvernement du Québec de la moitié. Donc, on a eu 20 millions sur 40 millions. Si on n'avait pas eu ce 20 millions-là, on n'aurait pas pu faire la boucle énergétique qui coûte 14 millions. Alors, il n'y a pas de vrai programme, mais il y a peut-être moyen d'aller en chercher. Madame qui était ici, qui parlait de l'éco-gentrification, je vais radoter. Moi, je pense que dans le cas de Bluebonnet, le terrain appartient à la ville, donc le foncier appartient à la ville. Elle a une capacité là. Et s'il y a une densité, on est capable de faire du logement abordable qui va faire en sorte que c'est des gens du quartier qui vont pouvoir aller là, ou du moins des gens qui ont le même niveau de vie que les gens qui sont autour. Il y a moyen de trouver, si on se met à travailler densité, et le fait que le terrain appartient à la ville. Ben moi, je suis passé de répondre sur les modèles participatifs en revenant encore à l'exemple de Vauban. J'ai évoqué finalement le rôle du Forum Vauban, une association qui a regroupé jusqu'à 300-400 personnes, qui était mandatée par la ville pour diffuser de l'information, pour tenir différents groupes de travail sur des sujets finalement qui portaient soit sur les énergies, le transport, etc.
Donc, le groupe était partie prenante du processus d'aménagement et de développement. En même temps, il y avait un représentant du groupe qui siégeait sur le comité du conseil municipal Vauban, donc des élus du conseil municipal qui avaient un groupe de réflexion. Et il y avait aussi le service d'urbanisme qui a son propre groupe Vauban. Et il y a eu des tensions, des conflits. Souvent, le forum proposait des choses que le service d'urbanisme n'avait pas entrevues ou que le service d'urbanisme proposait. Tout ça se décide au niveau du conseil municipal. Donc, il y avait un comité d'élus avec un élu de Vauban. Donc, il y a une dynamique participative qui n'était pas sans conflit, mais qui a fonctionné. Ce qui est intéressant, c'est que le Forum Vauban a été partie prenante non seulement de la conception initiale du site, mais finalement de la planification du développement jusqu'en 2003, jusqu'au temps où il a cessé ses activités. Mais c'est un modèle qui est propre à Fribourg. Et j'évoquais finalement les longues mobilisations écologistes, antinucléaires, qui ont donné lieu finalement au fait que les Verts ont été un parti important à Fribourg. Donc, ça relève aussi d'une histoire. Mais je sais qu'en Côte-des-Neiges, dans de Grâce, il y a quand même une histoire de mobilisation aussi. Donc, je ne pense pas qu'on puisse calquer quelque chose qui vient de l'extérieur, mais s'inspirer finalement des dynamiques locales pour voir comment on peut faire pour avoir un processus où il y a à la fois des échanges, éventuellement des discussions qui sont sérieuses, mais qu'on aboutit à des compromis qui permettent finalement de satisfaire la plupart des parties. Merci beaucoup. Et M. Lefebvre, ce sera à vous de terminer cette partie de la journée. Je vais terminer avec 2 exemples pour montrer qu'il faut penser en dehors de la boîte. Okay? Donc, on parle d'enjeux environnementaux et on parle d'enjeux sociaux. Bon. Si on regarde le plan de transport de la Ville de Montréal de 2008, qui est encore celui en vigueur, le premier chantier du plan de transport est un tramway sur Côte-des-Neiges qui se rend juste aux portes de l'hippodrome. Ce n'était pas encore un projet là, il faut juste continuer quelques mètres. Bon, j'amène ça pour dire une façon d'aider les gens, et quel que soit leur revenu, à partir du moment que vous permettez à une famille de se passer d'une voiture, vous venez d'augmenter de plusieurs milliers de dollars leur revenu disponible pour tout le reste. Donc, c'est une chose. Ensuite, le projet qui a été fait donc, par M. Iaccarini avec le Technopole Angus, je le dis tout de suite, c'est un projet que je trouve admirable, mais où ils ont fait le maximum dans les contraintes qu'ils avaient, puis comme pionniers, okay, à ce moment-là. Je pense qu'à ce moment-là, ça veut dire que c'est merveilleux, mais là, on est dans une situation... Non, mais le mail n'est pas contre vous. C'est qu'on peut aller plus loin. Okay? C'est des nouveaux modèles maintenant de financement qui doivent être développés pour que ce ne soit pas les promoteurs nécessairement qui aient à assumer le volet géothermique. En fait, ce qui manque dans votre book, moi, j'aurais rajouté un peu plus de géothermie, puis ça aurait augmenté le bénéfice. Mais on peut l'envisager, et une évaluation préliminaire qu'on a faite avec la coalition Climat Montréal, on arrivait que si on implante la géothermie communautaire dans tous les nouveaux développements pour la région de Montréal, d'ici 25 ans, c'est 1 million de tonnes de gaz à effet de serre en moins sur une base annuelle et une redevance pour les villes de 150 à 200 millions de dollars par année. Donc, prenez le tiers de ça pour en faire une redevance pour aider les gens moins favorisés pour faire une transition énergétique équitable. Je pense qu'on a un modèle d'affaires extraordinaire qui doit être développé. Je pense qu'il y a eu un oubli de votre mot. J'insiste beaucoup pour qu'on soit toujours Moi, j'ai des contraintes sur le aussi, plancher des vaches. Je vais vous raconter 2 anecdotes, puis après ça, on va prendre le café. Moi, vous avez droit à une anecdote. Deux, vous allez voir. Les îlots de chaleur. Hein, il y avait la personne du CIUS tout à l'heure, les îlots de chaleur et tout. Alors, à un moment donné, on dit, OK, sur Angus, on va faire des stationnements. Au lieu de les faire en asphalte, on va les faire avec des alvéoles où tu as du gazon à la place de l'asphalte. Ça coûte 2,5 fois plus cher que de l'asphalte. Mais on dit, OK, on va lutter pour les îlots de chaleur et tout. On fait le stationnement du CLSC tout en alvéole. On est content, on est fiers. On reçoit même un prix pour ça. Et là, un jour, j'ai le directeur du CLSC qui me téléphone, directeur du CIUS, qui me téléphone en me disant, on a un problème avec le stationnement. Oui. Quand il fait chaud, le talon haut des femmes se prend dans le gazon et c'est un problème.
Et là, tu es au téléphone, tu peux pas dire au gars, ben, dis à tes femmes de ne pas mettre de talons hauts, hein? Tu peux pas dire ça. Mais je veux juste vous donner ça comme exemple. On fait quelque chose, puis là, oups, ça te rebondit dans la vraie vie. On installe un système de covoiturage. Nous, on a 12 bâtiments, 60 entreprises. Donc, l'idée, c'est de pairer monsieur qui, lui, travaille dans le bâtiment A et qui vit dans le quartier B, puis de trouver la personne équivalente dans une autre entreprise. On achète un logiciel, on met tout ça en place, puis on fait passer un questionnaire, où vous vivez, à quelle heure vous partez. Puis on avait mis fumeur, non-fumeur. Mais on n'avait pas mis quel poste de radio vous écoutez. On n'avait pas mis quel parfum vous mettez. Ça a pété là-dessus. C'est sûr, toi, là, le matin, tu es tranquille, puis tu as l'autre qui met Normand Brathwaite à fond la caisse, tu ne veux plus y aller. Le système de covoiturage est tombé sur ces choses-là. C'est des anecdotes, mais c'est juste pour dire que dans la réalité, on se retrouve toujours confronté à ces petites réalités-là. Merci. Merci. Alors, juste pour vous dire, merci beaucoup.